Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Il fait super chaud, je vous le cache pas. J'espère que de vos côtés, vous êtes bien au frais, que vous êtes bien équipés comme il faut pour faire face à ces chaleurs qui sont juste complètement hallucinantes. Hier, en moyenne, les températures correspondaient aux moyennes de juin en Irak. Donc voilà, écoutez, on souffre tous, mais en tout cas, nous, on est toujours là pour vous essayer de vous apporter le plus d'informations concrètes et objectives possibles. Maintenant, on va parler crypto-monnaie avec Mohamed Ganet. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour Mohamed Ganet, vous êtes fondateur de MyScaling. Avec nous pour parler crypto. Mohamed, ça va, vous n'avez pas trop chaud? Écoutez, ça va, ouais, chaudement, on va dire. On espère que ça va se rafraîchir dans les prochains jours, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu dur. On essaie de rester à l'ombre. Écoutez, effectivement, c'est un peu dur, et le marché des crypto-monnaies également pour lui, c'est un peu dur actuellement. On va commencer avec, on en avait parlé rapidement, on disait que toutes les plateformes crypto avaient jusqu'au 30 juin, je crois de mémoire, pour s'inscrire, pour être validé pour être mise en conformité avec MiCA. Binance a fait le choix de suspendre ses activités, n'a même pas voulu déposer un dossier. Quelles sont les conséquences pour ceux qui possèdent des cryptos dans leur portefeuille? C'est vrai que Binance était quand même très présent jusqu'à là récemment en Europe et notamment en France. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui passaient par Binance pour acheter des cryptoactifs. Donc là, ce qui est demandé, leurs actifs vont pas être gelés, hein. Même après l'échéance du 1er juillet, ils pourront toujours faire des retraits. C'est toute la partie marché spot, notamment, qui va être fermée. Donc ils ne pourront plus faire d'échange après le 30 juin. Donc ce qui est recommandé pour eux d'ici cette échéance, qui est quand même très courte, dans 5 jours, c'est de retirer leurs actifs de la plateforme pour les envoyer soit sur un cold wallet, un portefeuille froid comme un Ledger par exemple, ou de les envoyer vers d'autres plateformes qui sont régulées MiCA. Eux, ils avaient émis leur dossier réglementation MiCA auprès de la Grèce, il me semble, et là on a appris hier que leur dossier n'a pas été acceptés, donc ils ne seront pas réglementés à temps, donc ils ont l'obligation aussi de ne plus proposer leurs services en Europe, en tout cas à court terme, et je pense qu'ils ne pourront pas le faire avant au moins l'année prochaine. Donc pour l'instant, il n'y a pas de possibilité pour Binance de continuer à proposer ses services aux utilisateurs dans l'Union européenne. Exactement, vous avez tout à fait raison. Effectivement, ils avaient déposé un dossier auprès des autorités grecques, dossier qui n'est pas allé jusqu'à son terme. Il y a aussi, selon des sources proches du dossier, d'autres explications qui, elles, sont judiciaires, puisque la cause du blocage, je vous rappelle que la plateforme avait payé une amende de 4,3 milliards de dollars au département de la justice américain en novembre 2023. Et en France, il y a une information judiciaire qui a été ouverte en 2025 pour blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale et exercice illégal de la profession de prestataire de services sur actifs numériques. Bref, on comprend que Binance avait peut-être d'autres dossiers urgents à traiter plutôt que celui de la mise en conformité avec MiCA finalement. Oui, tout à fait. Je pense que tant que leurs affaires judiciaires ne seront pas terminées, notamment la dernière que vous venez de citer, qui est quand même assez récente, on parle de 2025, l'année dernière, donc je pense que tant que ces dossiers ne seront pas terminés, l'obtention de leur agrément MiCA, peu importe le pays qu'ils choisiront, puisque là, en Grèce, ça l'a pas fait. Ils sont en train de regarder a priori dans quel autre pays est-ce qu'ils pourraient aller capter cette licence. Mais je pense que tant que cette affaire judiciaire n'est pas terminée, ou en tout cas n'a pas avancé, il sera compliqué pour eux de continuer à exercer leurs activités dans l'Union européenne. Exactement, mais alors Mohamed, justement, la question se pose. Dans un univers où les investisseurs, les financiers modélisent une hausse de taux de la Banque centrale, au moins une hausse de taux en 2026 de la Banque centrale américaine, dans un univers où la géopolitique se détend, dans un univers où l'or se détend également, dans un univers où finalement, par la force des choses, les investisseurs restent toujours quand même assez exposés au risque, est-ce que vous leur conseillez, alors non, pas conseiller, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, est-ce qu'il serait de bonne loi que ceux qui possèdent des cryptos sur cette plateforme Binance, liquident leurs cryptos et récupèrent l'équivalent en euros, puisqu'a priori la tendance globale du marché est à la baisse? Ce serait pas le moment? Est-ce que c'est pas le bon moment, le moment idoine, pour dire allez, je retire mes billes et puis j'attends de voir où ça va? Oui, ça peut être une solution. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai pas de visibilité sur le marché. On reste dans un environnement géopolitique très instable, dans l'incertitude. On l'a vu depuis maintenant 3-4 mois. Là, les investisseurs sont complètement sortis des marchés à risque, et notamment celui des cryptos. Donc,
Pourquoi pas après, si on sort des euros, on vend ses cryptos contre des euros, on récupère des euros sur son compte. Il faudra juste pas oublier de faire sa déclaration et de payer la flat tax, puisque quand vous rebasculez vos cryptos en euros, en monnaie fiat, vous êtes dans l'obligation de payer la flat tax. En France en tout cas, et si vous souhaitez garder des cryptos actifs mais ne pas utiliser vos euros en tout cas à court terme, où il est également possible, simplement les échanger contre des USDT ou plutôt des USDC du coup dans l'Union européenne, et de garder ces USDC dans l'optique pourquoi pas plus tard de pouvoir se repositionner sur le marché des cryptos actifs. Donc il y a ces deux solutions, la partie euro sur laquelle il ne faut pas oublier la flat tax, ou la possibilité également de garder des stablecoins et pourquoi pas de les mettre sur un ledger par exemple, dans l'attente d'une meilleure visibilité sur le marché crypto. Et je pense que, en tout cas, durant l'été, d'ici le mois de septembre, on risque de rester un petit peu dans les mêmes limites, en tout cas sur le Bitcoin. Et je ne vois pas pourquoi je vois pas de catalyseur, en tout cas, fort, à part le Clarity Act aux États-Unis, qui pourrait potentiellement relancer une nouvelle dynamique haussière sur le marché. Donc, ça peut être une solution, effectivement, à court terme. Et je rappelle, la flat tax, c'est 31,4%. Donc, c'est quand même, c'est pas un dollar. Autre sujet, Mohamed, c'est une enquête du Wall Street Journal qu'on lit depuis ce matin. Alors, j'ai pas eu le temps de m'y plonger totalement, mais en tout cas, enfin, aussi bien que j'aurais voulu, mais en tout cas, le titre est évocateur. Comment une plateforme d'échange de crypto-monnaies est devenue une plaque tournante majeure du blanchiment d'argent iranien illicite. Encore une affaire de blanchiment d'argent, de crypto-monnaie. La crypto, même si bon, ça fait un peu vieux jeu, j'ai l'impression de le dire, mais reste quand même l'apanage des gangsters. Oui, en partie. Après, il y a des statistiques qui ont aussi démontré que les plus gros volumes de transactions de blanchiment d'argent aujourd'hui restent quand même principalement sur des virements bancaires traditionnels et de l'argent en espèces. Donc, comparé à la finance plus traditionnelle, on va dire que le blanchiment d'argent en crypto reste quand même, en termes de volume, beaucoup moins important aujourd'hui, mais il existe pour autant. Et il y a aujourd'hui des équipes qui se sont spécialisées justement dans l'investigation de transactions crypto illicites sur différentes blockchains. On avait eu notamment plus de 300 millions d'USDT sur compte qui avait été gelé il y a quelques semaines. Donc oui, c'est un actif qui permet de pouvoir échanger de la valeur d'un endroit potentiellement à l'autre bout du monde en quelques secondes. Donc forcément que c'est un actif qui attire aussi les cybercriminels. Donc ça demande derrière aussi d'avoir des équipes compétentes en investigation, en cybersécurité, pour pouvoir tracer justement ces transactions et détecter justement potentiellement ces activités de fraude ou de blanchiment d'argent. Mais oui, c'est un actif aujourd'hui qui peut être utilisé malheureusement à ses fins, et il n'y a pas vraiment de contre-mesure à part ça, à part contrôler, surveiller et puis violer les fonds quand c'est possible de le faire. À part ces solutions-là, malheureusement aujourd'hui il y en a pas beaucoup d'autres quoi. Ok, j'ai lu ce matin que Meta préparait peut-être le retour de Libra, son projet de crypto-monnaie abandonné il y a 4 ans. Est-ce que c'est une nouvelle ? C'est une nouvelle qui est regardée, je pense, de très loin par les investisseurs, puisque l'impact aujourd'hui on le voit pas sur les cours. C'est une nouvelle qui peut être intéressante, qui pourrait permettre de relancer une dynamique, mais pour l'instant c'est pas forcément ce que les investisseurs regardent. Les investisseurs en ce moment regardent plutôt le prix des actifs qui ne bougent pas ou qui a tendance à baisser un petit peu ces derniers jours sur pas mal d'altcoins, et sur le Bitcoin sur lequel on bouge plus du tout depuis quasiment depuis le mois de février. Donc c'est une nouvelle qui peut être potentiellement positive pour le marché, mais j'ai l'impression que le marché en ce moment il est un peu immunisé contre les bonnes et également contre les mauvaises nouvelles. Donc malheureusement ces nouvelles-là n'ont pas d'impact pour le moment sur le marché. Moi, si je regarde le graphique que je vous partage à l'écran, on a fait un double appui sur le support des 60 000 $ pour le Bitcoin. Je parlais de ce niveau il y a 2 semaines, on s'était appuyé dessus, on était remonté autour des 66 000 qu'on n'a pas cassé vers le haut, et là on est retombé autour des 60 000 $ hier. On est venu un peu en dessous et on a fait un double appui parfait sur ce niveau. Donc pour l'instant on reste dans un range de toujours très étroit, celui dont je vous parlais la semaine dernière, de 10% entre 60 000 et 66 000 $. Il y a également un point que je vais surveiller qui est important, qui est demain, c'est la grosse échéance sur les options qui a lieu donc demain. Le 26 juin, avec près de 10 milliards de dollars de volume positionné sur un strike sur les options autour des 72 000 $ sur le BTC. Donc on est quand même 10 000 $ en dessous. Donc est-ce qu'on aura un mouvement spéculatif d'ici demain par des arbitragistes ou autres à surveiller?
Mais voilà, en tout cas, on a à peu près 10 000 $ d'écart entre le prix actuel et le prix potentiellement, le Max Payne attendu au niveau du marché des options, qui expirera demain. On est sur une échéance importante trimestrielle, semestrielle, avec quand même autour de 10 milliards de dollars de volume, donc c'est pas mal. C'est la principale chose, moi, que je vais surveiller entre aujourd'hui et demain sur le BTC. Ouais, c'est ça, il y a quand même il y a un environnement qui commence quand même un peu à jouer contre le Bitcoin notamment et les crypto-monnaies en règle générale, mais on a l'impression que quand même les acheteurs protègent avec beaucoup de force la zone des 60 000 $ en fait. Ouais, c'est une vraie zone et celle qui est en dessous, qu'il faudrait vraiment pas casser, sous laquelle on repasserait vraiment dans un bear market comme on l'a connu précédemment, avec une baisse de plus de 50% sur le Bitcoin entre son dernier plus haut et les prix actuels. C'est le gros niveau des 54 000 $ en dessous. Donc il y a le premier niveau 60 000 qu'on tient pour le moment, et en dessous 54. Si on descend sous les 54, on pourrait avoir une vraie accélération et la partir beaucoup plus bas. Donc c'est vraiment la zone de turbulence sous laquelle il faudrait pas repasser, et que tu surveilles, et sous laquelle, si on repasse, moi j'essaierai de positionner justement des ordres d'achat spot, hein, limite. Alors du coup pas sur Binance, puisqu'on peut plus le faire à partir du 30 juin. Mais vous avez 2-3 plateformes notamment qui sont plutôt bien réputées dans l'Union européenne. Vous avez Coinbase, vous avez Bybit aussi, et Bybit EU, parce qu'ils ont créé une entité spécifique en Europe. Et puis vous avez Kraken aussi, qui est connu et reconnu, et qui ont des licences un peu partout, et notamment dans l'Union européenne. Donc ne pas hésiter à se tourner vers ces plateformes pour ceux qui souhaitent pas plutôt se positionner à l'achat et ne pas sortir du marché crypto. C'est ça, sortir du marché crypto. Alors on se pose la question réellement de cette stratégie. Alors effectivement, les faits sont là, hein. Le dollar américain à son plus haut depuis 13 mois, ça pèse sur les cours des cryptos. Les potentielles hausses de taux de la Fed, ça pèse sur les cryptos. Le pétrole qui recule, la géopolitique qui reste un peu instable, ça pèse sur les cryptos. L'or qui casse les 4 000 $, ça pèse sur les cryptos. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de milliards de dollars qui ont afflué sur le marché via des ETF, et que, on voit mal les fonds qui les gèrent s'en séparer tout de suite. En fait, ce serait un aveu de faiblesse, presque un aveu d'incompétence, en fait, en réalité. Exactement, ils ont une réputation à tenir, ils ont leur image, donc ils ont établi une stratégie, et ils ont fortement vanté un petit peu toutes les qualités qu'on peut retrouver à travers le BTC, avec tout l'aspect de censure qui n'est pas possible sur les transactions, la décentralisation également. Donc maintenant qu'ils se sont positionnés, qu'ils ont fait tout un marketing autour de ça, il est compliqué pour eux de faire marche arrière. Je pense notamment à Bitmine sur Ethereum, et à Strategy de Michael Saylor sur le Bitcoin. Donc ils sont plutôt dans une stratégie d'accumulation sur des horizons moyen long terme. Donc eux, ils vont continuer de dérouler leur plan, et à chaque fois que ça va baisser, ils vont plutôt se poser la question d'acheter plutôt que de vendre. Même si ça peut arriver parfois de faire des arbitrages et de revendre une partie, et pour essayer de racheter plus bas, ou de faire des... Parce que si on regarde que le spot et que ce qu'on fait sur le spot, on regarde que le prix. Mais il faut savoir qu'il y a des fonds aussi qui ne sont pas positionnés que sur le prix, ils se positionnent sur les options, avec également la volatilité et le temps qui passe. Et donc ne regarder que le prix, c'est oublier qu'il y a deux autres dimensions présentes sur les options. Il faut essayer d'analyser l'ensemble, le prix, la volatilité et le temps qui passe, pour avoir une vision plus complète. Et avec les 4-5 indicateurs un peu négatifs dont vous parliez juste avant, qui ont un impact négatif sur le marché des actifs à risque, aujourd'hui, cet impact-là, pour moi, il reste quand même limité quand on regarde le cours du Bitcoin. Moi, quand j'entends ces 4-5 nouvelles qui sont pas très bonnes pour le marché, j'aurais plutôt, moi, imaginé un Bitcoin autour des 40 000, 35-40 000 $ à l'heure actuelle. Donc, on se maintient quand même sur des niveaux bien au-dessus. Et donc, je me dis qu'il y a quand même une certaine résistance et une certaine force aujourd'hui sur le Bitcoin, qui ne casse pas vers le bas. Donc voilà, j'espère qu'on va maintenir en tout cas ces niveaux, et qu'on y verra un peu plus clair après l'été. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'en tout cas, le marché n'a pas envie de continuer à baisser plus que ça, et les volumes restent encore très faibles. Donc on est sur un marché qui est un peu vidé d'intérêt, où les mouvements peuvent être très forts, mais surtout temporaires en fait. On peut baisser de 10%, mais les reprendre dans les 24 heures qui suivent. Donc moi, c'est ce qui me rassure aujourd'hui. Si on avait des ventes portées systématiques avec du relais sur mon graphique, je serais un peu plus inquiet, si vous voulez, sur la suite des prix potentiels sur le Bitcoin. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je vois. Les amplitudes sont très faibles, les volumes très faibles, et pour autant, sur la partie option arbitrage, il y a des volumes quand même qui sont beaucoup plus importants que sur le spot et que sur les futurs. Donc moi, c'est ce qui me rassure. Ça veut dire que les gérants, les arbitragistes et autres sont plutôt couverts, et ont des stratégies aujourd'hui plutôt delta neutres. Ne se positionnent pas forcément sur le prix, mais essaient d'aller capter
de la performance plutôt sur une gestion plutôt de volatilité ou d'essayer d'encaisser des primes avec le temps qui passe. Donc moi, c'est plutôt en tout cas rassurant à court terme. Exactement, et c'est probablement une des raisons qui explique que les cours ne vont pas en dessous des 60 000 $. Il y a un gros travail des gérants actuellement et effectivement, c'est à remarquer. Merci beaucoup Mohamed d'avoir été avec nous ce matin. Mohamed Ghanem, vous êtes fondateur de MyScaling. Vous êtes expert et marché crypto avec nous tous les jeudis pour nous aider à comprendre un marché qui demande beaucoup de patience et d'informations pour comprendre comment est-ce qu'il évolue. Merci beaucoup Mohamed. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous en prie. Et dans un instant, on ouvrira notre page économie avec notre invité, mon invité Thomas Andrieux, qui viendra sur le plateau TV Finance pour nous parler inflation, nous parler or. Et c'est dans un instant.